Un nom, Renée Nicole Good. Depuis qu'on a tous vu cette femme se faire abattre en pleine rue à Minneapolis dans une opération de la police de l'immigration, ICE, qui a complètement dérapé, maintenant tout le monde comprend dans quelle frayeur vivent les immigrants aux États-Unis. Plus de 500 000 personnes qui étaient légaux aux États-Unis, qu'on a rendues illégales, ils prennent la direction du Nord. Et le Nord, c'est nous, au Canada. Des immigrants qui, même s'ils sont parfaitement en règle aux États-Unis, vivent dans un tel état d'insécurité qu'ils préfèrent tenter une traversée au Canada dans des conditions très dangereuses. Du jour au lendemain, vous êtes illégal. On pouvait être aux États-Unis aujourd'hui. Dans une semaine, on est dans une prison. Romain Chué et Pierre-Luc Latulippe nous amènent rencontrer des gens qui risquent l'expulsion et que Donald Trump décrit comme des criminels. Bienvenue à Enquête. Alors ici, on a la frontière qui est tout près des États-Unis. Le territoire est très grand. Quelqu'un qui décide de passer clandestinement dans les bois, c'est pas nécessairement la randonnée du dimanche qu'on va faire en famille. C'est ici que la course avec le camion cube, c'est terminé. C'est là qu'on a eu la surprise de notre vie. Dans la nuit de l'événement, on a observé un véhicule de type U-Haul. C'est pas du tout habituel de voir ça dans les chemins de campagne qu'on patrouille, et encore moins à 2 heures le matin. On a parti nos gyrophares et le véhicule a refusé de s'immobiliser. Et ça s'est terminé dans un chemin sans issue sur le territoire ici là, de Stansted. Normalement, on s'attend à trouver dans des cubes comme ça des stupéfiants, des armes à feu, mais quand on a ouvert la porte, on a vu les pieds des gens. Dans la nuit du 2 ou 3 août, des agents canadiens découvrent 44 personnes, debout, entassées et cachées, dans un camion de déménagement. Quasiment toutes sont d'origine haïtienne. Ils étaient complètement trempés, ils avaient froid. Il y avait des femmes, il y avait des enfants, il y a des gens qui étaient en état de choc, il y a des gens qui étaient en difficulté respiratoire. Ils étaient complètement déshydratés. Mais c'est rarissime au Canada, ici à la frontière, de voir des camions remplis de migrants. Vous aviez déjà vu ça ou entendu parler de ça au Canada? Absolument pas. Au Canada, moi, c'est vraiment une première. C'est des scènes qu'on a l'habitude de voir à l'international. Au Mexique, par exemple, des gens qui sont pris dans des conteneurs. Ici, on voit pas ça. C'est une scène qu'on n'avait jamais vue dans le passé. Ici, c'est le chemin que je prends chaque matin pour emmener ma fille à l'école. Ce qui a rapport avec le stress de ces derniers temps, c'est complètement différent. C'est la nature, c'est le calme, la tranquillité. Maintenant, on est à Chilliwack, en Colombie-Britannique, avec ma famille, mes 2 filles, ma femme. Après avoir vécu les moments de peur aux États-Unis, maintenant on est tranquille ici et on mène notre vie. Ralph est un travailleur social d'origine haïtienne. Avant de déménager en banlieue de Vancouver, il œuvrait dans un établissement de santé d'Indianapolis. J'avais ma petite vie là-bas, plus ou moins calme et honnête et vraiment stable. Tout d'un coup, tout a changé et il fallait prendre une décision. C'était pas facile.
Ralph et sa famille font partie des centaines de milliers d'Haïtiens qui ont vu leur statut temporaire être menacé par le président américain Donald Trump. Un jour, vous êtes légal et vous êtes entré dans le pays de façon légale et du jour au lendemain, vous êtes illégal. Tout pouvait se passer. On pouvait être aux États-Unis aujourd'hui et dans une semaine, on est dans une prison et on se voit renvoyé en Haïti sans raison. C'est pas un risque que vous vouliez prendre? Non. Avec une femme et un enfant, on ne peut pas jouer le hasard. Il faut prendre des décisions. Si Ralph a pu arriver au Canada sans encombre, sa femme et sa fille ont vu leur entrée être refusée. Ils ont donc fait appel à un passeur pour traverser clandestinement la frontière au sud du Québec. C'est traumatisant, le parcours, il faut marcher, il faisait un peu froid. Pendant la traversée, il y a eu des cours d'eau, donc elle a dû traverser ça, mettre les pieds dedans sans savoir si c'est profond ou pas. Il faut juste traverser. Et c'est risqué, c'était vraiment au péril de sa vie. C'est quelque chose qu'on n'aime pas trop en parler, mais c'est un moment difficile. Pour votre femme aussi, encore, c'est difficile? Encore elle. Pour moi, je peux en parler un tout petit peu, mais elle n'en parle pas, elle. Vous avez payé combien d'argent? C'est presque 80 000 $ pour les deux. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. C'est un risque qui se paie cher. C'est grave, le risque se paie vraiment cher. Alors, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on utilise comme système de caméra lors de nos opérations. Donc, ce qu'on voit ici, c'est des images qui proviennent d'endroits stratégiques situés près de la frontière ou à la frontière. Depuis quelques mois maintenant, surtout depuis l'été, je vous dirais, c'est qu'on observe des groupes plus nombreux qui traversent la frontière ensemble. Depuis le retour au pouvoir de Donald Trump, chaque mois, des centaines de personnes utilisent les bois et les champs de la Montérégie ou de l'Estrie pour entrer discrètement au Canada. Le gros changement qu'on a observé dans les derniers mois, dernières années, c'est que, contrairement à Roxham, les gens voulaient se faire arrêter par les policiers. À l'époque du chemin Roxham, les migrants pouvaient traverser la frontière sans passer par un poste de douane pour faire une demande d'asile. Mais la loi a changé. Ceux qui tentent maintenant leur chance de cette manière sont normalement immédiatement renvoyés aux États-Unis s'ils se font attraper. Maintenant, on est dans une dynamique qui est tout autre, c'est que les gens qui traversent vers le Canada ne veulent pas se faire arrêter par nos policiers. Donc, ça crée une dynamique que lorsque les gens traversent, ils se cachent des policiers. On va descendre là. On arrête des gens qui sortent d'ici régulièrement complètement trempés. Donc ici, on peut même voir qu'il y a un ruban rouge qui a été installé. C'est un marqueur clairement qui a été installé par quelqu'un qui utilise ce secteur-là pour passer. C'est un point de repère pour les passeurs. Les gens, ce qu'ils savent, c'est qu'ils vont partir d'un point A, probablement transiter par plusieurs endroits pour finalement, ultimement, finir au Canada. Mais ils ne sont pas informés des détails. Il y a des gens qui rentrent au Canada l'hiver avec des sandales. Ils ne sont pas au courant qu'ils s'en viennent dans un pays où il y a de la neige, où il fait moins 30 degrés. Même s'il y a du repérage qui a été fait par les groupes criminalisés, nous, on les voit, les ours passer, on les voit, les animaux sauvages, puis ça met la vie de ces gens-là en danger. Les gens sont désespérés, donc ils sont prêts à prendre tous les risques possibles. Et le Canada, dans beaucoup de cas, est la seule option. Mais à quel prix? Une des dames que j'ai eu à aider s'est retrouvée dans le bois, couchée dans la boue, en attendant qu'on vienne les chercher avec 2 enfants mineurs. Ça se passe ici au Canada. Franz André aide bénévolement tous ceux qui viennent demander l'asile au Québec. Mais depuis quelques mois, il est débordé.
Regardez, mon téléphone n'a pas arrêté depuis quelques minutes. J'ai sûrement reçu une dizaine d'appels. Et ici, si je regarde au niveau des messages textes, vous pourrez voir 2707 messages non lus. Car tous ceux qu'il contacte cherchent à échapper à tout prix aux nouvelles politiques migratoires de Donald Trump. En annulant, entre autres, le programme de TPS ou de Biden, les gens sont en train de fuir parce que cet homme est totalement imprévisible et il fait des déportations d'une manière arbitraire. On parle d'envoyer les gens à Guantanamo et El Salvador. Les gens ne veulent pas se retrouver dans ces pays qu'ils ne connaissent pas. Alors, ils prennent le risque et ils vont venir ici. Allô, bonjour, Franz, comment ça va? Ça va, et toi? Content de te voir. C'est d'ailleurs Franz André qui a aidé Ralph et sa famille dès leur arrivée au Canada. Dès le premier jour, j'ai contacté M. Franz et Franz était là 24 sur 24, 7 sur 7. Je regarde ce qui se passe aux États-Unis, avec des aventures sans scrupules, on va chercher les gens de les rues. Exactement. Il traite les gens comme des criminels. Vous savez, vous êtes un citoyen paisible, vous avez un travail, vous êtes légalement installé dans le pays et tout d'un coup, les agents débarquent chez vous, vous arrêtent. Même mes amis, lorsqu'on se parle, ils refusent même de citer le nom de Trump, du président Trump. C'est le monsieur. Tout le monde a manifestement des inquiétudes. La peur est si grande là-bas. Bienvenue chez moi. Chaque jour, je travaille ici, dans cette petite maison-là. Je ferme la porte et puis j'ai préparé des robes. Des belles robes, des jolies robes pour les enfants, pour les filles, les garçons aussi. Alors j'aime ça. C'est ce que j'avais l'habitude de faire en Haïti. Vous voyez comment c'est joli? Swanise a fui Haïti il y a 5 ans pour s'installer au nord de Miami. C'est Swanise Solongo. C'est toi? Oui. Là, j'avais 25 ans. Malgré son sourire, Swanise vit dans l'angoisse. Le 3 février, comme plus de 350 000 Haïtiens, elle devrait perdre son statut de protection temporaire, le fameux TPS, devenant de fait même illégal aux États-Unis. Après la décision du président Trump, il y a beaucoup de personnes qui souffrent. À Miami, c'est toujours difficile. À chaque instant, on entend. Il passe ici, il passe à 95. Mais on n'a pas de choix. On est obligé de rester à la maison. On a peur, on a toujours peur. Obligé de rester à la maison, ça veut dire de se cacher parfois? Oui, surtout quand je vois une voiture ici qui passe, ça me donne beaucoup de tristesse. Alors je pensais qu'il va venir me prendre. Yeah. Toi, tu as peur? Oui, j'ai peur. ICE, c'est la police fédérale de l'immigration. Sa mission est normalement de lutter contre l'immigration illégale. Mais depuis des mois, on voit ces agents masqués réaliser des arrestations massives dans les plus grandes villes du pays. Et leurs méthodes, parfois brutales, sont dénoncées et largement relayées sur les réseaux sociaux, comme on l'a vu tout récemment à Minneapolis. Depuis le retour au pouvoir de Donald Trump, le budget de l'ICE a triplé, dépassant largement celui du FBI. Le but, attirer des milliers de nouveaux agents et ouvrir des nouveaux centres de détention. Leave now. If you don't, we will find you and we will deport you. Ce climat de peur, on le retrouve aussi à la télévision, là où l'administration Trump multiplie les publicités chocs. On incite par exemple les migrants sans statut à s'auto-dénoncer
et à quitter le pays volontairement. If you don't, you will be caught, fined, detained, and forcefully removed. Ça fait peur à tout le monde, Et il y a des personnes qui habitent parmi nous, on peut dire des voisins, toujours avec le téléphone entre les mains pour appeler les Haïtiens. On dit cette personne-là, c'est haïtien, il donne des problèmes au quartier. Venez prendre. C'est pas bon, c'est méchant là. Je crois qu'il y en a même qui hésitent à mettre leurs enfants à l'école. Non. Parce qu'à chaque instant, on va dire que les Haïtiens vont passer à l'école pour prendre des enfants. Yes, c'est toujours comme ça. C'est vérité, c'est réel. Ça se passe vraiment. Il n'y a pas de vie là pour nous, comme Haïtiens. En Floride, je crois qu'on a à peu près 2 ou 3 millions d'Haïtiens qui vivent ici. Oui, on a des Haïtiens partout. Et là, ça c'est Petit Haïti ou bien Little Haiti, qui a quelques années, on pourrait avoir de l'ambiance et tout ça. Mais maintenant, les gens choisissent de se replier un peu. Parce que ça ne vaut pas la peine de prendre le risque de se mettre dans les rues. Donc, on essaie de se mettre à l'abri. Et maintenant, que la lumière soit. C'est là où nous nous réunissons les dimanches. Je suis le pasteur principal, cela depuis environ 4 ans. C'est vraiment une situation de crise grave, crise aiguë. C'est pour la première fois qu'on vit pareille chose ici aux États-Unis, parce que je suis entré dans les années 87. Il y avait toujours des illégaux dans cette communauté, mais jamais on n'avait éprouvé tant de crainte, tant de peur dans l'âme. D'après ce qu'on dit, l'administration va traquer tout le monde. Et si vous n'êtes pas blanc, si vous n'êtes pas, disons, de descendance européenne, donc alors là, et tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Have you heard anything yet? Have you gotten anything for any raids reported? They're checking in people today at the Miramar? No, that's not normal. I'm asking because there's Radio Canada that's here. Nous avons appris ce matin qu'ils prévoient des rice raids à Miami. Quand c'est un ice raid, ça veut dire qu'ils viennent en grand nombre. Et ils vont soit dans un quartier résidentiel ou bien dans une factory, un emploi quelconque, et ils se préparent à prendre plusieurs gens à la fois. Donc là, ils contrôlent tous les statuts d'immigration des personnes? Oui. Tessa Petit dirige une coalition d'organisations qui se bat pour dénoncer ces arrestations massives qui ont lieu en ce moment même dans les rues des 4 coins des États-Unis. Nous distribuons dans la communauté ce qu'on appelle le Know Your Rights, si jamais ils sont arrêtés par ICE ou si jamais ICE vient chez eux. On encourage les gens de ne pas ouvrir leur porte si ICE est à la porte, à moins qu'ils aient un mandat, de ne répondre à aucune question, de ne rien signer et de détacher cette carte à la fin et de la passer au ICE agent pour leur rappeler qu'ils ont des droits constitutionnels. Mais bon, ces droits ne sont plus vraiment respectés. Cette coalition a même lancé une campagne de publicité dans les rues de la Floride pour demander aux familles de signaler les disparitions. Ils ont militarisé Oregon, Chicago, New York. Ils ont militarisé Californie parce qu'il y avait beaucoup d'immigrants. Ça peut devenir horrible pour les Américains de s'habituer à la violation des droits humains. Pour moi, je vois que c'est l'établissement d'une dictature. Depuis le retour au pouvoir de Donald Trump, plus de 600 000 migrants ont déjà été expulsés. We will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. Le président américain a aussi décidé de mettre fin au statut de protection temporaire de centaines de milliers de migrants de différentes origines. Nous sommes traités comme des criminels, nous sommes traités comme des sauvages. Leur but n'est pas vraiment de déporter les criminels, mais de déporter tous les immigrants. Concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider les gens? Ce qui est plus facile, c'est d'aider ces gens économiquement.
C'est là ce qui est plus facile. On peut payer l'autobus, on peut leur donner de l'argent. Ça, c'est tout. Si on fait ça, on n'est pas en violation parce que la mission de l'Église, c'est d'aider les gens en général. Si quelqu'un vient ici et me dit, bon, pasteur, je suis en panne d'argent, je suis économiquement pauvre. J'ai besoin d'aller au Canada. J'ai besoin d'aller au Canada. Et là, bon, moi, je vais lui demander, bon, qu'est-ce que vous voulez, ou quoi, et ça, je le ferai. Et nous faisons tout ce qui est nécessaire pour qu'ils puissent, du moins, voler de leurs propres ailes. Ce serait quoi ton rêve maintenant? Mon rêve, j'ai pas envie de retourner en Haïti. Au contraire, j'ai envie de prendre mes enfants à Miami ou bien au Canada. Parce qu'en Haïti, c'est plus difficile. À chaque instant, on tue des personnes. Les bandits prennent les maisons, craser, briser, et puis mettent le feu. Le président américain, il dit on va arrêter ceux qui sont illégaux, on va arrêter ceux qui sont des criminels. Moi, je ne suis pas criminel. C'est la vie qui fait ça. Je ne suis pas criminel. Nous ne sommes pas des criminels. C'est un rempart que notre Dieu, il est invincible à lui. Malheureusement, le pays de la liberté n'est plus ce qu'elle était. Et on doit vivre cette réalité. On ne peut pas se faire d'illusions. Ce n'est plus le pays de la liberté d'autrefois. Donc ici, aux États-Unis, nous vivons des jours tout à fait différents. C'est devant ce centre au nord de Miami que des centaines de personnes doivent se présenter tous les jours pour renouveler leurs papiers d'immigration. L'ICE est en train de mener une opération en Floride. Des gens avec des statuts légaux viennent ici pour des rendez-vous et ils sont arrêtés. Depuis le retour au pouvoir de Donald Trump, ces bénévoles viennent ici toutes les semaines pour surveiller ce qu'il s'y passe. On offre de l'aide. On a du café, des collations, des chaises. Ils vivent un stress terrible, donc on est là pour les soutenir. C'est derrière ces grilles que se joue en ce moment l'avenir de milliers de migrants. C'est justement dans ces bureaux de l'ICE que cette mère de famille d'origine colombienne avait rendez-vous il y a quelques jours. Voilà ma petite maison. Elle a 2 chambres. Celle-ci, c'est la chambre principale, c'est la mienne. Et j'ai aussi ma petite cuisine, ma salle à manger. Ici, je fais un peu d'exercice parfois. Pas beaucoup, parce que je suis un peu grosse. Depuis son arrivée aux États-Unis, Azucena travaille dans le domaine de la sécurité. Voici mon uniforme de sécurité. Et ça, c'est l'autre que je porte le soir et la fin de semaine. J'ai 2 emplois. Je travaille 7 jours sur 7. Je n'ai aucun congé car je travaille 4 jours dans un magasin et 3 jours sur un chantier de construction. Azucena est l'une des rares migrantes qui a accepté de nous parler sans se cacher. Mais comme tant d'autres, elle devra bientôt abandonner sa vie américaine. Le renouvellement de son permis de travail a été refusé. Elle a 120 jours pour quitter le pays. La situation est très difficile pour nous en tant que migrants. Dans mon cas, ils ne m'ont pas laissé parler. Ils ont juste dit à mon avocat que je devais partir volontairement. Si je refuse, ils vont m'expulser. Là, on est sur la route 41 qu'on appelle Tamiami Trail. Elle relie Miami, traverse le parc national des Everglades
et va jusqu'à Naples, en Floride. On est très isolés. Aucun réseau cellulaire. On est à environ 1 heure de Miami et à 2 heures de Naples. En fait, on est en plein cœur des Everglades. C'est dans cette région tropicale du sud de la Floride que se retrouvent désormais des centaines de personnes arrêtées par l'ICE ou qui refusent l'expulsion volontaire. Bienvenue en enfer. Voici Alligator Alcatraz, mieux connu entre nous comme le camp d'internement des Everglades. Attorney General James Uthmeier here at the Miami-Dade Collier Training Facility. This is an old, virtually abandoned airport facility right in the middle of the Everglades. As I call it, Alligator Alcatraz. Alligator Alcatraz, c'est ce centre de détention qui a été aménagé en seulement 1 semaine au début de l'été, au beau milieu d'un aérodrome abandonné. Nowhere to go, nowhere to hide. Cette prison est devenue le symbole de la lutte contre l'immigration jugée illégale par Donald Trump, comme on peut le voir sur ces images diffusées par son équipe sur les réseaux sociaux. Des produits dérivés, comme des t-shirts, des casquettes et des tasses, sont même en vente sur Amazon ou sur le site du Parti républicain de la Floride. C'est tout simplement dégoûtant. Dégoûtant. Alligator Alcatraz, c'est un nom cruel et c'est chargé de connotations raciales. C'est ce qu'on appelle un message codé. À l'époque, lorsque les esclaves fuyaient à travers la Floride, on les jetait en pâture aux alligators. C'est un nom ridicule qui ignore complètement les droits humains. Selon plusieurs enquêtes et rapports d'organismes et d'avocats, la plupart des détenus d'Alligator Alcatraz ne font pourtant face à aucune accusation criminelle. Ils ont parfois été simplement arrêtés lors de contrôles d'immigration. Mes clients me disent que les gardiens leur répètent sans cesse qu'ils sont des criminels et qu'ils méritent ce qui leur arrive. Gardez en tête que lorsqu'on dit qu'on met ici les pires du pire, c'est un mensonge complet. Ils ont détenu ici un garçon de 15 ans. Il y a même des gens qui ont des demandes d'asile valides. Il y a une culture de l'abus et de la cruauté. Pour punir les gens, ils les emmènent au soleil, les attachent par les poignets et les chevilles et les laissent pendant des heures avec les moustiques et le soleil. Tout ça, c'est mortel ici. Es una carpa gigante o varias carpas gigantes con muchas jaulas dentro y cada jaula tiene 32 camarotes, un baño. L'homme que vous entendez a été arrêté cet automne à la sortie de son travail à Miami par la police de l'immigration. Il a dû passer une dizaine de jours dans cette prison. Una parte muy selvática y a las personas que llevan fuera son las personas que las llevan castigadas por pedir que les comuniquen con el abogado, por pedir los medicamentos, por gritar, porque uno grita de desespero porque no puede hacer nada. On a pu le joindre par téléphone depuis la Colombie, car il a accepté une expulsion volontaire, la seule possibilité dans son cas, nous dit-il, de sortir d'Alligator Alcatraz. Es algo inhumano, las familias sufren mucho, es algo muy difícil, muy humillante sentirse cuando le colocan las esposas en pies y manos, es muy humillante. Des expériences similaires sont décrites également dans un rapport qui vient d'être publié par Amnesty International, intitulé « Torture et disparition forcée en Floride ». On y lit que les détenus vivent dans des conditions inhumaines et insalubres, avec un accès limité aux douches et une exposition aux insectes, et qu'ils sont également privés de sommeil, avec un éclairage allumé 24 heures sur 24. On ne parle pas de menace d'autoritarisme, on y est complètement. Tout ce qui se passe, c'est totalement contraire à nos piliers de la démocratie. Tous les systèmes qu'on a mis en place en matière d'immigration, c'est fini. On a appris qu'une entreprise québécoise joue également un grand rôle dans ces politiques d'immigration américaines. Dans ce document judiciaire, l'administration Trump indique que Garda World participe également aux opérations de détention d'Alligator Alcatraz. Garda World, c'est cette firme de sécurité fondée au Québec qui a son siège social à Montréal. Pour accroître notamment ses activités aux États-Unis, l'entreprise a même reçu en 2022 une aide publique de 300 millions de dollars du gouvernement du Québec. Selon nos recherches, une branche américaine de Garda World a obtenu des contrats d'une valeur d'au moins 80 millions de dollars américains pour fournir notamment des gardes armés pour Alligator Alcatraz.
Plus globalement, Garda World est même devenue un partenaire majeur de l'ICE, la police fédérale de l'immigration. Au mois de mai, elle a conclu une entente qui peut grimper jusqu'à 138 millions de dollars américains pour la détention d'urgence de migrants. Malgré nos multiples demandes, l'entreprise québécoise n'a pas répondu à nos questions. Ah, il y a un agent. C'est OK, on continue. Au moment de notre rencontre, Cathy Blankenship attend depuis des mois de pouvoir rencontrer ses clients à Alligator Alcatraz. Elle nous propose de l'accompagner, là où normalement, aucun média n'a accès. C'est bon, on arrive au point de contrôle. Ils l'ont mis juste ici. Ils vont nous arrêter. Je vais mettre de côté la droite. Je vais aller parler à ce gars. J'aimerais vous demander quelque chose. Je suis avocate. Voici ma carte du barreau. J'ai reçu un appel d'un client qui dit qu'on l'a transféré ici. Est-ce que je peux aller le voir ou faut encore prendre rendez-vous? Vous devez prendre rendez-vous. Retournez à votre voiture et revenez me voir. On va y aller. Et leur parler un instant. Ça va aller. Mais ne leur montrez pas vos caméras. Mais sans surprise, on nous a forcés à faire demi-tour. Il m'a dit qu'il faut prendre rendez-vous, mais c'est complètement faux. Comme je l'ai dit, j'ai envoyé des demandes, mais elles ne sont pas prises en compte. Vous n'avez pas d'espoir? Je n'ai aucun espoir. J'ai envoyé plusieurs demandes et ils les ignorent, ils les annulent. Cet endroit, c'est vraiment le néant. C'est conçu pour être un trou noir. Et ça fait partie intégrante du système cruel de ce camp d'internement dans les Everglades. Espero que mi historia se sepa en todo el territorio canadiense o en todo el mundo, porque el mundo se tiene que enterar de todo esto que está pasando. Qu'est-ce qui vous rend le plus triste en ce moment? De voir qu'il y a tant de gens qui travaillent très fort, qui font les choses correctement. Mais non, ça ne sert à rien. C'est important que les gens sachent qu'ici, nous ne sommes pas en sécurité. Ils veulent simplement nous mettre dehors des États-Unis. Pour les jours qu'il me reste ici, je vais travailler fort pour économiser et voir si je peux partir. Et si Dieu le veut, je pourrai aller au Canada. J'aime beaucoup la Colombie-Britannique. J'ai aimé le choix. C'est vraiment beau. Mon objectif, c'est m'intégrer et essayer de travailler, de prendre soin de la famille et d'être utile à la communauté. Même s'il est désormais pleinement heureux au Canada, Ralph regarde encore tous les jours ce qu'il se passe au sud de la frontière. Il y a quelques jours, l'un des influenceurs haïtiens qu'il suit sur les réseaux sociaux a été arrêté par la police de l'immigration. Mon ami, là, il blaguait. Il m'a dit, moi, tu vois, tu as cette liberté maintenant, là, aux États-Unis. Personne ne veut parler, personne. Les gens ont envie de faire passer leurs opinions. Mais c'est risqué. C'est risqué. Les conséquences sont majeures. Je dirais, à la liberté d'expression pour les immigrants, c'est perdu là-bas. Vous sentez qu'il y a de plus en plus de personnes, là, actuellement, aux États-Unis, qui veulent tenter, elles aussi, de traverser clandestinement vers le Canada? Je pense que oui. Si la situation continue comme ça, oui, ça va augmenter. Beaucoup de gens maintenant essaient de trouver une porte de sortie et nous voyons effectivement une migration vers le Canada. À la frontière canadienne, pour la première fois, il y a un camion qui a été arrêté avec 44 personnes, quasiment que des Haïtiens, qui venaient de passer la frontière. Personne ne devrait avoir à faire ça pour survivre. Pas dans pas en 2025, pas dans ce siècle. Et si une famille fait ça, c'est parce qu'ils ont peur de retourner en Haïti.
personne ne prend ce genre de risque parce qu'ils veulent une meilleure situation financière. Les gens font ça parce c'est une question de vie ou de mort. Derrière la découverte de ce camion cube rempli de migrants à la frontière, il y avait un groupe de passeurs originaires de la Turquie et dont la plupart sont arrivés au Canada comme demandeurs d'asile. Ils opéraient depuis Montréal avec de nombreux complices. Ce réseau-là était bien implanté. On est en mesure de le relier à plusieurs passages un peu partout sur la frontière au Québec. Ce qu'on entend, c'est que c'est environ entre 1 500 et 3 000 $ par personne pour passer, donc dépendamment des réseaux, mais en gros, là où il y a de l'argent à faire, le crime organisé va être présent, c'est certain. Si les passages clandestins se multiplient en ce moment à la frontière canadienne, c'est aussi parce qu'il y a une série d'annonces sur fond de musique latine qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. Celles-ci sont l'œuvre de groupes criminels liés à des cartels mexicains. On y lit que les traversées sont 100% sécuritaires et il y a même des numéros pour contacter les passeurs. Dans les réseaux sociaux, ça ne dit pas jusqu'à quel point c'est risqué. Pourquoi c'est pas sécuritaire? C'est pas sécuritaire parce que présentement, les éléments ne sont pas favorables. Le Canada est un pays d'hiver. Il y a la neige, les bois. Dans les bois, il y a des petits ruisseaux que les gens vont tomber dessus. Ou bien si on leur dit attendez, ne continuez pas en attendant que ça devienne sécuritaire, ils vont rester des heures à attendre. Et c'est là qu'on se retrouve à mettre leur vie à risque. Juste l'hiver dernier, on a eu des dizaines d'opérations de recherche et sauvetage, des dizaines de gens qui ont été transportés d'un centre hospitalier de la région, des gens qui étaient en hypothermie avancée. Ça, on voit aussi des migrants qui traversent la frontière, arrivent à un chemin pavé, et il n'y a personne qui vient les chercher, donc sont laissés seuls, tout simplement. Et l'on a découvert que le Québec n'est pas le seul endroit utilisé pour ces passages clandestins. Une source nous a fourni le numéro de téléphone d'un passeur basé aux États-Unis. On l'a contacté en décembre sur une messagerie privée en se faisant passer pour un père de famille d'origine haïtienne installé à New York. Rapidement, le passeur nous a demandé de le rejoindre à Minneapolis, dans le Minnesota. Contre 1 500 $ américains par personne, il nous propose une traversée qu'il juge sécuritaire avec une marche dans les bois d'1 heure et demie. Un chauffeur nous attendrait de l'autre côté au Canada pour nous emmener ensuite avec 6 autres personnes à Winnipeg. C'est certain que ce ne sera pas 1 heure et demie. Ça risque d'être plusieurs heures. Il y a des gens qui sont restés dans les boisés plus de 4 heures. Donc la question de sécurité, on ne peut pas le garantir. Mais pour eux, ce qui est important avant tout, c'est de faire de l'argent. Il y a quelque chose de plus étonnant encore, c'est que le passeur nous a dit qu'une fois arrivé à Winnipeg, il va nous loger, nous cacher pendant 14 jours dans un shelter, un refuge détenu par les passeurs, et qu'après ça, on pourrait aller à l'immigration. Pourquoi 14 jours? Pourquoi 14 jours? C'est parce qu'une des conditions que le gouvernement canadien a mis, c'est que si vous ne pouvez pas rentrer d'une manière légale, rentrez par les boisés, illégalement. Cachez-vous pendant 14 jours et éventuellement vous pourrez déposer une demande d'asile. Mais est-ce que les passeurs n'auront pas abusé si on parle de femmes seules? Mais c'était la crainte que j'ai depuis le début, qu'on cache quelqu'un quelque part dans un trou, dans un sous-sol, et puis pendant ces 14 jours-là, ils sont soumis à des abus. Ce que je vous dirais là-dessus, est-ce que la loi est parfaite? Certainement pas. Est-ce qu'il y a place à amélioration? Oui. Est-ce que c'est ça qui engendre cette situation-là? Bien, c'est clair que le 14 jours favorise les gens qui traversent à ne pas vouloir se faire arrêter, c'est clair. C'est un lien direct. On parle de plus de 500 000 personnes qui étaient légaux aux États-Unis, qu'on a rendues illégales et qui sont en train de se terrer. Après ce qu'on a vu dans les réseaux sociaux, comment ICE vont chercher les gens, et les menottent et les envoient dans un centre de détention, les gens sont prêts à prendre le risque. Et voilà, ils prennent la direction du Nord. Et le Nord, c'est nous, au Canada. Nous ne savons plus quoi dire aux gens. Et de leur dire de rentrer dans de telles conditions, j'ai une responsabilité de leur dire voici les risques. Mais ils vont te dire, malgré tout, France, merci de me faire comprendre, mais je vais venir. Si c'était à refaire, malgré les risques, est-ce que vous le referiez? Passer la frontière de manière clandestine comme ça?
Si c'était à le refaire pour sauver la famille, oui, parce qu'il n'y avait pas de choix. Le retour en arrière, ce serait la catastrophe. Parce que ce que j'ai maintenant, je pense que c'est mieux. Ma fille, je suis content, elle est en sécurité, je l'amène à l'école sans peur, sans problème, et je le referai. Je le referai.